Le vent descendait du nord, comme les vieilles rancœurs, sans prévenir, sans s'excuser, avec la certitude d'avoir priorité sur tout. Il portait un froid qui n'était pas seulement une question de température, mais de pression, ce genre de froid qui s'infiltre dans les moindres interstices d'un vêtement pour s'y installer à demeure. La chaîne de montagne avait un talent particulier pour canaliser ce vent à travers ses couloirs et ses gorges, et pour le déverser au niveau de la route comme quelque chose qui aurait été spécialement conçu pour aggraver la nuit. 8 véhicules progressaient dans ce vent en file indienne sur une piste forestière construite pour les camions de bois des décennies plus tôt, reconvertie par nécessité militaire en itinéraire de ravitaillement. Le convoi rampait. Il n'y avait pas d'autre mot. La glace sur la chaussée imposait une allure qu'un piéton prudent aurait pu soutenir. Et justement, il y avait un piéton devant le convoi. Une femme en camouflage hivernal blanc, évoluant à 15 mètres devant le véhicule de tête, son souffle s'élevant en petits nuages irréguliers que le vent détruisait aussitôt. Le sergent de première classe Dex Calloway marchait en éclaireur depuis 3 heures. Elle avait 31 ans et faisait ce travail sous diverses formes depuis ses 20 ans. Ces 3 heures n'avaient rien produit qu'elle pût désigner comme une menace. Seulement une accumulation croissante de petites anomalies qu'elle avait répertoriées sans encore les interpréter. Les oiseaux étaient anormaux. Les schémas de vent autour de l'entrée de la gorge devant elle étaient anormaux. La qualité du silence dans la partie la plus profonde de la futaie derrière elle avait été anormale, d'une façon qu'elle avait notée, classée et continuait d'examiner. Elle se trouvait à 15 mètres du virage où le terrain se resserrait dans l'étroit passage que les cartes appelaient Widow's Cut quand elle s'arrêta. Le vent souffla en rafale, fit tomber de la glace du couvert végétal au-dessus d'elle, puis mourut. Dans la poche de silence qui suivit, un seul son, de la taille d'une allumette qu'on craque, disparut avant que l'écho ait pu se former. Dex ne bougea pas. Elle se tint debout, son poids équilibré, les yeux immobiles, et fit passer ce son par tout ce qu'elle savait, comme on fait rouler une pièce entre ses doigts sans la regarder pour en reconnaître la valeur au poids et au toucher. 14 ans de ce travail lui avaient donné une bibliothèque qui fonctionnait en dessous de la pensée consciente. La bibliothèque rendit sa réponse avant qu'elle ait fini de poser la question. Des engagements de sécurité manuels, verrou ou semi-automatique, long rifle, distance 40 à 70 mètres. Direction, versant est, au-dessus de la route. Elle tendit la main vers sa radio. Le briefing avait eu lieu à 17 heures dans la tente des opérations de la base avancée Irongat, perchée à plus de 2000 mètres d'altitude dans une chaîne de montagnes indifférente à la présence humaine depuis plusieurs ères géologiques et qui ne donnait aucun signe de vouloir réviser cette position. La base avait été établie 8 mois plus tôt et possédait cette qualité de permanence provisoire propre aux installations que tout le monde espérait dépasser, mais que personne n'avouait avoir construite pour durer. Des sacs de sable partout, des planchers en contreplaqué, le ronronnement des générateurs comme paysage sonore ambiant, l'odeur du diesel et de la cuisine, et la moisissure particulière d'un équipement trempé et séché des dizaines de fois. Le capitaine Grant Mercer conduisait le briefing avec la sécheresse efficace d'un homme qui comprenait que la qualité d'un briefing se mesurait non à son élégance mais à sa précision. Il avait 41 ans, soldat professionnel dans le sens le plus complet du terme, ce qui signifiait qu'il avait consacré suffisamment d'années à l'institution pour que ses rythmes soient devenus les siens, ses priorités les siennes, son langage le langage dominant de sa vie intérieure. Il ne prononçait pas de discours avant les convois, il délivrait des informations. « Alpha ravitaillement part à 19 heures, dit-il en pointant la carte. 8 véhicules, 2 camions armés, 6 de fret, itinéraire. Approche Irongat jusqu'à la piste forestière 77, passage par Widow's Cut, descente dans la vallée jusqu'à Firebase Greystone. 4 heures dans ces conditions, peut-être 5. Axe de menace principale. Le kilomètre d'approche boisé avant Widow's Cut. La route s'y réduit à une voie unique. Parois rocheuses à l'est, précipice à l'ouest, espacement des véhicules, 30 mètres minimum, pas de regroupement. Questions sur le mouvement ? Il y eut des questions logistiques. Chargement de carburant, réserve médicale, fréquence radio.
Les commandants des camions armés s'interrogèrent comme sur les règles d'engagement dans le bois. La médecin, le spécialiste Simone Adler, demanda quelles étaient les voies d'évacuation depuis la gorge en cas de perte de véhicule. Mercer répondit avec la franchise qui distingue les bons commandants des autres. « Il n'y en a pas de bonnes. La gorge est ce qu'elle est, c'est pour ça qu'on n'y est pas attaqué. » Il regarda Dex en disant cela, non pour exercer une pression, mais pour marquer la reconnaissance. Elle était la raison pour laquelle le convoi n'était pas attaqué dans la gorge, ou était censé l'être. « Calloway marche en éclaireur, dit-il. De net en observation depuis la crête est une fois qu'on atteint le bois. Communication standard, point de contact toutes les 15 minutes ou immédiatement en cas de contact. Je veux une attention particulière à l'approche de la gorge. » Le dernier convoi dans ce secteur a signalé un sol perturbé sur l'accotement et ce qui ressemblait à des traces de compaction d'origine non motorisée. Ça peut être du gibier, ça peut être autre chose. Après que la tente se fut vidée, il retint Dex 30 secondes. « J'ai été sur 4 sites d'embuscade dans ce secteur en 6 mois, dit-il. 3 d'entre eux avaient été préparés à l'avance. Ils utilisent bien le terrain. Ils sont patients. Ils attendront aussi longtemps qu'il le faut. » « Je sais, mon capitaine. La gorge est leur meilleure option. C'est aussi la nôtre. Il n'y a pas de détour qui n'ajoute pas 3 heures par ce temps. Alors on la passe avec soin. » Il hocha la tête. « Oui, c'est ce qu'on va faire. » Elle avait passé les 2 heures suivant le briefing avec les images de terrain et la carte à faire le travail que la plupart des soldats auraient appelé préparation et qu'elle considérait simplement comme écouter le paysage avant d'avoir à l'écouter en personne. Chaque relief avait sa logique. La façon dont l'eau le traversait façonnait la végétation. La façon dont la végétation poussait façonnait les lignes de vue. La façon dont les lignes de vue se configuraient façonnait les options de quiconque souhaitait contrôler le terrain. Elle lut l'approche de la gorge à travers ces options et trouva, comme elle s'y attendait, qu'elle se limitait au versant est et à la surface de la route elle-même. La face ouest plongeait trop abruptement pour y établir une position de tir. La falaise à l'est était accessible depuis la crête au-dessus par 2 voies naturelles qu'elle put identifier sur les images. Quelqu'un qui voulait fermer cette route placerait des observateurs sur ces crêtes. Il placerait un système d'armes dans le bois à l'entrée de la gorge, là où le champ de tir couvrirait le point d'étranglement avant que les véhicules ne puissent se disperser. Et il mettrait quelque chose sur la route. Elle avait consigné ses évaluations dans son carnet, puis rangé le carnet. Le but de l'exercice n'était pas de prendre des notes, c'était d'avoir tout cela dans le corps quand elle en aurait besoin. Ils partirent à 19h04, avec 4 minutes de retard sur le planning de Mercer, qu'il accepta sans se plaindre. La première heure se déroula sur route ouverte, la piste d'accès à la base s'élargissant en chemin forestier, permettant au convoi de maintenir un espacement correct et une allure supérieure à un crawl. Le froid était implacable, mais le terrain restait gérable. Les phares des camions armés découpaient de longs rectangles blancs dans l'obscurité et les véhicules de fret les suivaient dans cette lumière avec la docilité de machines qui n'ont pas d'opinion sur leur destination. Dex marchait devant tout cela. Elle portait son fusil dans le dos, son arme de poing à la hanche, sa radio fixée à la bretelle d'épaule, et son attention répartie entre la surface de la route, ses bords et la lisière des arbres de chaque côté. Elle portait un camouflage hivernal blanc sur blanc qui la transformait en une tache dans le champ de neige quand elle s'arrêtait. Elle s'arrêtait régulièrement, par intervalles, pour écouter avant de repartir. Le convoi derrière elle avait été entraîné à interpréter ces pauses comme faisant partie du processus et à maintenir son espacement plutôt que de se resserrer vers l'avant. La plupart d'entre eux avaient déjà travaillé avec elle. La plupart avaient de la mémoire musculaire qui consiste à opérer derrière un éclaireur qui s'arrête périodiquement, sans explication, puis reprend sa marche. Ceux qui n'y étaient pas habitués avaient été briefés. Le caporal Cole Harwick n'en était pas à son premier convoi avec elle. Il commandait le camion armé de tête, 30 ans, 4 ans dans ce bataillon, avec une manière que Dex avait passé des mois à interpréter comme de l'hostilité avant de réviser son jugement pour quelque chose de plus précis. C'était une forme de vérification compulsive,
Hardwick faisait confiance aux choses qu'il pouvait confirmer directement par ses propres sens, à travers sa propre expérience. Les choses qu'il ne pouvait pas confirmer directement lui semblaient intrinsèquement provisoires, et il les traitait comme telles. C'était en soi une approche raisonnable pour évoluer dans un environnement où des informations peu fiables tuaient des gens. Ce n'était que l'application spécifique de cette approche aux capacités de Dex qui rendait les choses frustrantes. Elle avait eu raison trop souvent pour qu'il la rejette complètement, et pas assez souvent, à son décompte, pour qu'il cesse de calculer les probabilités à chaque fois. Elle le préférait, en fait, à l'acceptation performative qu'elle rencontrait parfois chez des soldats à qui on avait dit de la prendre au sérieux et qui exécutaient cette instruction sans conviction. Hardwick était honnête. Elle pouvait travailler avec ça. Le bois se referma à la 2e heure. La route pénétra dans la vieille forêt, des troncs de 1 à 1,20 m de diamètre, la canopée si dense au-dessus que la neige accumulée était filtrée en plaques plutôt qu'en surface continue. Les phares ne perçaient pas à plus de 40 mètres dans les arbres de chaque côté. Au-delà, c'était le noir profond, le bruit du vent et des branches. La première chose qu'elle remarqua, ce furent les oiseaux. Dans ce bois hivernal à cette altitude, il existait un paysage sonore nocturne de référence qu'elle avait répertorié au fil de mois d'opérations de nuit. La percussion intermittente de la glace tombant des branches, l'appel très occasionnel d'un hibou en chasse, le frémissement de petits animaux sous la neige dans la couche de feuilles mortes. Ces sons étaient discrets mais présents, une texture au silence qui n'était pas du silence. Leur disparition était une chose précise, comme une fréquence retirée d'un signal radio. Le signal joue toujours, mais quelque chose qui était là auparavant est absent, et on perçoit cette absence. Elle s'arrêta, laissa le convoi revenir à 50 mètres derrière elle, puis leva le poing. La colonne s'immobilisa. Elle activa sa radio doucement. « Calloway pour Mercer. » Pause. « Allez-y, Calloway. » La faune ambiante est supprimée, 400 mètres en arrière jusqu'à la position actuelle. Aucune vocalisation, aucun mouvement de petit gibier, possible perturbation dans la lisière côté est. La voix de Mercer fut neutre et immédiate. Il était éveillé depuis 18 heures et l'acuité de sa voix était un choix, non un accident. À quel degré de certitude ? Suffisant pour marquer une pause, pas suffisant pour annoncer un contact. Dennett. Travis Dennett s'était détaché du convoi 40 minutes plus tôt pour rejoindre une position de crête au-dessus du bois avec une lunette thermique et une radio. Sa voix était posée, légèrement essoufflée par la montée. Aucune signature dans mon arc pour l'instant. Les bris de bois morts sont denses, la pénétration thermique est limitée. Continuez à balayer, maintenez la pause. Elle avança. Elle avait appris à lire la neige comme les techniciens en médecine légale lisent une surface, non pas en cherchant ce qui s'y trouvait, mais en déduisant de la configuration de ce qui s'y trouvait ce que cela impliquait. La compaction sur l'accotement devant elle avait une structure qu'elle reconnut. Base large, répartition uniforme, aucune séparation d'empreintes de sabots. Semelle de bottes. Plusieurs individus, assez récents pour que les bords des compressions soient encore nets, plutôt qu'érodés par les variations de température. Elle compta la configuration. 4 séries distinctes, peut-être 5. Ils étaient descendus du versant est, avaient traversé la route et rejoint la face ouest, le côté du précipice, ce qui signifiait qu'ils s'étaient trouvés sur le bord de la falaise à observer l'approche en contrebas, guettant un convoi. Elle ne dit rien à la radio. Elle continua d'avancer. Le dispositif serait toujours sur la route elle-même, au point de déclenchement optimal. Tout le reste, l'observation, les positions d'armes, l'équipage, était au service de ce dispositif. Trouvez d'abord la zone d'abattage. La zone d'abattage, c'était le virage. L'entrée de la gorge avait une présence que Dex avait appris à associer à certains types de terrain. Un rétrécissement qui canalisait le vent en quelque chose de directionnel et rythmé. La paroi rocheuse à l'est créant une pression réfléchie qui rendait l'air dense. La chute à l'ouest produisant un courant ascendant à certains angles de vent qui contrecarrait le flux canalisé. Le résultat était une séquence de rafales et d'accalmies ayant une périodicité approximative, comme une respiration. Elle évoluait dans l'approche de Widow's Cut depuis 4 minutes
progressant avec précaution dans l'espace comprimé entre la falaise et le vide quand elle s'arrêta au bord extérieur du virage. Elle se tint immobile. Le vent souffla en rafale, une poussée dure du nord-ouest qui fit tomber de la neige de la paroi en un mince rideau. Elle se baissa légèrement par réflexe quand des cristaux de glace heurtèrent donc ses lunettes de protection. La rafale atteignit son pic, se maintint 3 secondes, commença à décroître, mourut dans la poche d'une seconde de calme avant que le cycle suivant ne commence. Elle perçut le son. Elle ne réagit pas avec son corps. Chaque instinct qu'elle avait entraîné pendant 14 ans visait cette discipline précise. Le corps ne réagit pas aux nouvelles informations. Le corps continue d'avoir l'air de faire ce qu'il faisait, tandis que l'esprit traite. Elle resta immobile, poids centré. Regard en avant, respirant au même rythme. Son esprit fit passer le son par la bibliothèque. La bibliothèque rendit sa réponse en environ 1 seconde. Des engagements manuels de la sécurité. La distance spécifique du levier et la dureté de l'arrêt correspondaient à une plateforme qu'elle avait entendue de nombreuses fois au stand de tir. Une qu'elle reconnaissait à l'oreille comme elle reconnaissait sa propre voix. Non pas par description, mais par reconnaissance directe. La distance était cohérente avec le versant est à un point situé 40 à 70 mètres au-dessus du niveau de la route. La direction était cohérente avec la position d'observation qu'elle avait identifiée sur les images de terrain lors de son étude pré-mission. Elle ne devinait pas. Elle reconnaissait. Mais la reconnaissance dans l'instant côtoyait la certitude sans l'être. Elle avait déjà été dans des positions où la bibliothèque produisait une réponse et où cette réponse était fausse. Non parce que la bibliothèque était défectueuse, mais parce que l'environnement contenait des données ambiguës. La glace qui se contracte dans l'air froid produit des sons dans cette gamme de fréquences. Les ferrures métalliques d'un équipement produisent des sons dans cette gamme. Un joint de branche sous tension qui lâche dans une rafale produit des sons dans cette gamme. Elle réévalua le contexte. L'absence de vocalisation aviaire s'étendant sur 400 mètres en arrière. Les traces de bottes traversant la route vers la face ouest et remontant vraisemblablement vers des positions d'observation sur le versant. La qualité spécifique du silence, artificiel, pressé. Le silence de créatures qui avaient senti quelque chose de grand et de dangereux et s'étaient figées en réponse. La réponse de la bibliothèque tenait. Elle activa sa radio à un volume en dessous du conversationnel. Calloway pour Mercer, arrêt complet. Tout véhicule ne pas avancer. Une pause, brève, le temps d'un homme qui calibrait sa réponse. Calloway, confirmé. Arrêt complet, mon capitaine, j'ai besoin de 30 secondes. Elle entendit les moteurs du convoi se couper en séquence, le son se propageant vers l'arrière dans la colonne, le premier camion, puis le suivant, s'amenuisant comme un écho qui se résout en silence. Puis rien. La forêt était absolument silencieuse. La voix de Mercer revint à un niveau mesuré. La voix d'un commandant conscient que sa réponse à ce moment allait soit sauver des vies, soit en coûter. Et que le coup pouvait courir dans 2 directions différentes. Qu'est-ce que vous avez ? Calloway, contact audio, versant est au-dessus du virage. Désengagement de sécurité. Long rifle, 40 à 70 mètres, relèvement approximatif 040. Le silence qui suivit dura 3 secondes. Vous avez entendu une sécurité ? Oui, mon capitaine. Dans le silence, elle perçut faiblement le murmure d'une autre voix près de la position de Mercer. Harwick, presque certainement, voix basse, mais audible pour elle. Elle en saisit des fragments. Elle stresse depuis la lisière. Le vent soufflait fort par là-bas. Ça peut être n'importe quoi. Elle attendit. C'était la partie du processus qu'elle avait appris au fil de nombreuses répétitions à traverser plutôt qu'à interrompre. Le doute était légitime, il méritait son moment. La question était de savoir si le coût d'agir sur le doute était supérieur au coût d'agir sur son signalement. Seule Mercer pouvait faire ce calcul, et seule elle pouvait lui fournir les données d'entrée. « Mercer, de quoi avez-vous besoin pour confirmer ?»« 3 minutes. Je dois quitter la route côté est et prendre de la hauteur. Si l'embuscade est configurée comme je le pense, je verrai au moins un élément depuis un point plus élevé. Et si vous avez tort, on a perdu 3 minutes et vous avez perdu de la crédibilité. Et si j'ai raison,
On est encore hors de la zone de déclenchement et j'ai un angle sur au moins une position. Elle l'entendit respirer. La prise de décision sous incertitude avait un son spécifique. La compression de la poitrine d'un homme qui absorbe les informations et l'expiration quand il s'engage. Elle entendit les deux. Prenez vos 3 minutes. Dennett, déplacez votre arc pour couvrir le mouvement est de Calloway. Dennett, immédiatement. Elle était déjà hors de la route. Le versant est monté à environ 40 degrés sur les 15 premiers mètres, puis s'adoucissait en un travers qui longeait une corniche naturelle à la base inférieure de la falaise. Elle y monta en une série de courtes ruées, utilisant les troncs comme couverture plutôt que comme dissimulation. À cette portée et dans cette lumière, les troncs comptaient, pas les branches. Elle se déplaçait en courtes séquences comprimées, 3 à 5 secondes de mouvement, puis immobile, puis à l'écoute, puis en mouvement à nouveau. Le versant était dur et croûteux sous l'effet du cycle de température et ses bottes trouvaient de l'adhérence sur la neige compactée sans la traverser. À 15 mètres de hauteur, elle trouva une corniche de granit à nu, à demi masquée par du bois mort. Le tronc d'un grand épicéa, tombé l'été précédent et pris dans le gel de la saison précoce. Elle se mit à plat derrière lui, arma son fusil et regarda à travers la lunette. Dans un grossissement fixe de 10 fois, la nuit, sans éclairage artificiel et avec seulement la lumière ambiante réfléchie par le champ de neige, on voyait des formes plutôt que des détails, des formes et les relations entre elles. Dex avait passé des années à apprendre à lire ce registre visuel, le langage du contraste et de la silhouette et les différences subtiles entre les surfaces naturelles et celles que des mains humaines avaient modifiées. La cache de bois mort se révéla à elle en 3 secondes. Non parce qu'elle était évidente, le travail était de qualité. 2 troncs d'épicéa tombaient positionnés l'un contre l'autre, couverts d'une semaine de gel. Les débris de branches autour d'eux gérés de façon à paraître naturelle. Mais la neige sur la surface du tronc supérieur avait été tassée plutôt que déposée. La neige tassée avait une uniformité de compression que la neige naturellement déposée n'avait pas. Le processus naturel impliquait des variations de vent, des cycles de température, la pression de petits animaux se déplaçant à la surface. La neige tassée était pressée par quelque chose de constant et de lourd, des mains ou de l'équipement. Elle suivit la longueur du tronc supérieur jusqu'à l'endroit où les branches avaient été élagées côté route. Les extrémités coupées étaient nettes plutôt que cassées, et les coupes gelaient d'une façon qui les situait entre 48 et 72 heures en arrière. Quelqu'un avait soigneusement aménagé ses lignes de vue à l'avance. La nuit, le professionnalisme de la préparation lui fit dresser les poils sur la nuque. Entre les troncs, dans l'espace qu'il créait, le canon d'une mitrailleuse à bande, finition mate, monté sur trépied, incliné vers le bas, vers la route à 15 degrés. Le profil du garde-canon était distinctif et familier. À cet angle, il couvrait l'ensemble de la section d'approche et l'entrée de la gorge. Tout véhicule, tout fantassin se déplaçant vers la gauche depuis la route vers le seul terrain offrant une issue latérale, se retrouverait dans sa zone de tir. Elle grava l'image dans sa mémoire et balaya vers la gauche. Il lui fallut 12 secondes pour trouver le tireur embusqué. Il était doué. Sa position était derrière un affleurement rocheux avec un surplomb naturel qui empêchait l'accumulation de neige, laissant la surface sèche. Une surface sèche pour un bipied. Pas d'humidité réfléchissante, pas d'accumulation de givre susceptible de bouger et d'accrocher la lumière. Son camouflage hivernal blanc correspondait au terrain avec une qualité qu'elle voyait rarement, ce qui lui indiquait quelque chose sur les ressources et la préparation derrière cette opération. Ce qui le trahit, ce fut sa respiration. À moins 15 degrés Celsius, l'air expiré se condense immédiatement et visiblement. Les bouffées étaient petites, contrôlées. C'était quelqu'un qui avait travaillé la gestion de sa respiration, qui comptait les secondes entre ses expirations, comme un plongeur compte les changements de profondeur. Les bouffées venaient à intervalles de 6 secondes. Respiration, de tir. Il était prêt. Elle balaya la surface de la route en dessous d'elle. Le dispositif était là. Elle avait su où chercher grâce à l'analyse du terrain et la surface de la route le confirma. Une section d'environ 1,20 m de large où la neige avait été remplacée après perturbation, retassée pour approcher l'aspect de la surface environnante,
mais sans la microtexture du vent et du temps. Propre, plane, délibérée. Elle s'orienta dans l'espace, dispositif sur la route au virage, déclenchant une explosion qui stopperait le véhicule de tête et bloquerait la colonne. Mitrailleuse dans la cache de bois mort, à 80 mètres de la route, couvrant l'approche et l'entrée de la gorge, éliminant l'option de décrochage par la gauche. Tireur embusqué en position dominante, à 110 mètres, en hauteur, au-dessus de la route, couvrant le versant est, l'unique autre direction de décrochage disponible aux soldats cherchant à fuir la zone d'abattage initiale. 3 éléments. Une boîte fermée. Elle calcula les données qui comptaient. Le convoi était actuellement positionné à 210 mètres en arrière du point où la plaque de pression commençait. Le point de déclenchement du dispositif se trouvait à 15 mètres devant l'endroit où elle s'était arrêtée sur la route. Si le convoi avait avancé de 15 mètres de plus, le véhicule de tête aurait traversé la plaque. Il s'était arrêté à temps, de justesse. Elle activa la radio. Calloway, pour Mercer. Embuscade confirmée, 3 éléments. Mitrailleuse dans une cache de bois mort, versant est, relèvement 040 depuis ma position actuelle, 80 mètres. Tireur embusqué, en observation rocheuse, relèvement 065, 110 mètres. Dispositif sur la route au virage, environ 15 mètres devant mon point d'arrêt initial. Le convoi est hors de la zone de déclenchement. Recommande de maintenir la position actuelle. La voix de Mercer exactement 1 seconde après. Reçu. Avez-vous un tir sur l'une des positions actives? Tireur embusqué. Oui. Mitrailleuse. Non. Il est du mauvais côté de la cache par rapport à mon angle. Dennett devrait prendre la mitrailleuse ou je devrais me repositionner et perdre l'angle sur le tireur. Dennett. La voix de Dennett, depuis sa position sur la crête. Je bouge. Donnez-moi 90 secondes. Je peux avoir un angle sur la cache par le nord. Allez-y. La voix de Mercer s'abaissa légèrement. La mitrailleuse part en premier. Si Dennett tire le premier et que le tireur se met à couvert, on le perd dans le versant. Reçu, mon capitaine. J'attends le premier tir de Dennett. Elle se stabilisa derrière le tronc. Lunettes sur la position du tireur embusqué. Et elle attendit. Le froid la pressait. Ses doigts étaient au chaud dans ses gants, mais la sensation sur son visage était passée de l'inconfort à l'engourdissement, à une absence neutre qu'elle nota sans s'en préoccuper. Elle respirait lentement, par séquences de 4 temps, comme elle s'entraînait au stand de tir depuis 10 000 répétitions au fil des années consacrées à ce travail. La voix de Dennett, 93 secondes plus tard. En position, Mercer. Calloway, à votre discrétion. Le tireur embusqué en position dominante bougea légèrement. Son canon se déplaça vers la gauche de 2 degrés. Une petite correction. Un recalcul. Le convoi s'était tu d'une façon qui ne correspondait pas au son normal d'une colonne en pause pour évaluation de la route. Il lisait la situation. S'il était doué, il traitait déjà la possibilité que l'embuscade ait été détectée. S'il se repliait dans le versant dans les 15 secondes à venir, l'équipe de la mitrailleuse verrait son mouvement et l'interpréterait. L'embuscade se compresserait. Ils détonneraient à distance et se disperseraient. Ils perdraient leur position préparée, mais survivraient, se regrouperaient et réessaieraient une autre nuit avec un autre convoi. Elle avait une fenêtre d'environ 10 secondes. Distance, 110 mètres. Vent variable de 6 à 10 nœuds du nord-ouest. Température, moins 15. Le froid affectait marginalement la vélocité de la balle à cette portée. Une correction si infime qu'elle était absorbée par l'ajustement général déjà intégré dans sa visée. Elle ne pensa à rien de tout cela. Cela avait été traité avant qu'elle soit consciente de le traiter. Elle expira à moitié, retint le reste. Dans la poche de calme, elle tira. La détonation du fusil fut plate et dure dans l'air froid. Une seconde plus tard, Dennett tira 2 fois depuis sa nouvelle position de surveillance. 2 coups, nets et rapides, dans la cache de bois mort depuis la distance qu'il avait parcourue pour atteindre son angle. Depuis sa position, elle vit la cache exploser. Un des servants de la mitrailleuse se leva, trébucha, la mitrailleuse tombant hors de son montage quand le trépied bougea, le canon oscillant vers le bas et vers la gauche. Le feu de riposte vint d'en bas. Non pas depuis l'une des positions préparées, mais depuis un élément inférieur qu'elle avait enregistré dans son évaluation, comme l'équipe d'initiation. 4 à 5 fusils en formation loose sur le versant en dessous de la cache de la mitrailleuse.
Le feu était immédiat et désorganisé. Les balles passant trop loin à gauche, pistant le son des coups de Denette, plutôt qu'une cible localisée, ils arrosaient. Elle se déplaçait déjà. Contact, dit-elle dans la radio, mouvement nord sur le versant. Élément inférieur côté est, 4 à 5 fusils, relèvement 080 depuis la route, 40 mètres. Denette, je bouge vers le nord. Denette, vous êtes dégagé, j'ai les yeux sur l'élément inférieur. Mercer, camion armé en avant, suppression versant, est, véhicule de fret recul de 50, médecin avec le fret, exécuté. Les camions armés se déplacèrent avec la précision d'équipage qui avait répété cette manœuvre en plein jour et dans le noir et avait intériorisé la géométrie des positions. Le camion de tête avança à vitesse contrôlée et pivota son nez vers le versant est. Le mitrailleur, le soldat de première classe Ryan Poulet, 19 ans, à son troisième mois d'opération, traversa la M240 vers le versant et ouvrit avec la fureur contrôlée de quelqu'un qui avait été entraîné à comprendre que l'arme n'est pas une expression de colère, mais une extension de la géométrie. La rafale de la 240 cueillit la position de l'élément inférieur à la base de la cache de la mitrailleuse. 3 des fusils se turent dans les 30 premières secondes. L'un ou les 2 restants continuèrent avec un volume réduit et une direction de plus en plus erratique, tirant sans observation. Cloué depuis sa nouvelle position 20 mètres au nord et 15 mètres en hauteur, Dex avait un angle clair vers le bas sur les fusils survivants de l'élément inférieur. Elle identifia la position par l'éclair de bouche, bref, de qualité supprimée derrière une lèvre rocheuse naturelle à la base du versant, et plaça son réticule, attendant la pause de tir. Quand elle vint, elle tira une fois. L'éclair de bouche ne réapparut pas. La voix de Denette. Élément inférieur semble supprimé, 2 en mouvement vers le nord. 250 mètres, remontant le versant. Je les ai. Une pause, 2 coups. Audible depuis sa position même à distance. Un à terre, un continu vers le nord, hors de mon angle. Un en fuite. Elle le nota. Celui qui s'échappait était celui qui reviendrait. Les tirs depuis le versant cessèrent. Les camions armés continuèrent la suppression pendant encore 12 secondes avant que Mercer ordonne le cessez-le-feu. Le silence qui suivit était absolu de la façon dont seul un silence après la violence peut l'être, non pas l'absence de son, mais la présence de cette absence, le contraste faisant un travail qu'un silence de référence ne pourrait pas accomplir. Elle était allongée dans la neige derrière un tronc tombé, sa joue contre la crosse du fusil, à écouter, le vent dans la canopée, les moteurs des camions armés qui se stabilisaient. Quelque part, en dessous d'elle sur le versant, quelque chose de blessé émettait un son qu'elle classa et mit de côté. Une information, pas un appel à l'action, pas son secteur. Calloway, dit Mercer, rapport. Le versant et semble dégagé de toute menace active, dit-elle. Recommande 5 minutes avant que le démineur approche le dispositif. Reçu. Tous les éléments, tenez. Elle tint. Elle surveilla le versant à travers sa lunette, balayant la lisière, la cache, le rocher d'observation. Rien ne bougea. La température continua son travail indifférent, poussant tout vers le bas. Le spécialiste Aaron Strick remonta la route à la marque des 5 minutes avec son sac de matériel et sa lampe frontale, et la qualité très spécifique de calme qui définissait les techniciens en neutralisation d'engins explosifs. Non pas l'absence de conscience, la présence de l'acceptation. Il avait choisi cette spécialité en pleine connaissance de ce que cela signifiait. Le choix était derrière lui. Ce qui était devant lui, c'était le travail. Il s'agenouilla à la section perturbée de la surface de la route et produisit une fine sonde en acier qu'il travailla dans la neige à un angle soigneux, cherchant une résistance. Il la trouva en 11 secondes. Il posa des fanions fluorescents au périmètre de la zone perturbée et commença à dégager la couverture avec un outil plat, brossant la neige de côté en coups ballons contrôlés. La plaque de pression se trouvait dans un boîtier moulé peu profond. Construction propre. Du travail professionnel. Le câble de commande longeait l'accotement vers l'est et entrait dans la lisière. L'option de détonation à distance. Strick coupa d'abord le câble de commande. En suivant la procédure, il extirpa le câble de la compression de la neige d'une main ferme et trouva 2 charges primaires sous l'assemblage de la plaque de pression.
La troisième était positionnée à 4 mètres plus loin sur la route, dans une position secondaire qu'elle n'avait pas vue depuis bien son angle. Strick la signala, revint au premier assemblage et entama la séquence de démantèlement. Mercer se tenait à côté de Dex pendant que cela se déroulait. Il avait l'air d'un homme qui avait effectué le calcul dans sa tête depuis 20 minutes et le refaisait encore. La façon dont on continue à additionner une somme après avoir obtenu le résultat, juste pour vérifier qu'il est cohérent avec lui-même. Il resta silencieux un moment. Puis, « Expliquez-moi. » Elle le fit. 3 éléments, leur position, la nature préparée des modifications du terrain, le routage du câble de commande, l'estimation du nombre de personnel. Elle le lui donna cliniquement, dans l'ordre, comme elle avait été formée à donner des comptes rendus après action. Quand elle eut terminé, il resta à nouveau silencieux un moment. « Le timing, dit-il. Ils étaient à date positionnés et prêts. Le tireur embusqué était en respiration de tir. Oui, mon capitaine. Ils étaient sur le point d'initier. La plaque de pression était le déclencheur primaire. Mais si la colonne restait à l'entrée de la gorge assez longtemps pour qu'il puisse prendre une décision, l'option à distance était disponible. Je pense que la sécurité que j'ai entendue était le tireur en train de se préparer pour un tir secondaire. Peut-être sur moi, peut-être sur les occupants du véhicule de tête une fois le dispositif déclenché. Il savait donc qu'on s'était arrêté. Il pouvait entendre les moteurs du convoi. Quand ils se sont coupés, il a recalibré. C'est là que j'ai entendu la sécurité. Strick retira la première plaque de pression et leva le pouce sans regarder en arrière. Il continua vers la deuxième. Mercer regarda en haut du versant en direction de la position qu'elle avait décrite. Invisible maintenant dans l'obscurité, et l'affûtait. Il faisait ce que font les commandants qui réfléchissent après un risque de peu. Non pas le bilan autocongratulatoire de ce qui s'est bien passé, mais le bilan sombre de ce qu'un résultat différent aurait contenu. Si la colonne avait atteint le virage, dit-il, le véhicule de tête déclenche le premier dispositif. L'explosion arrête la colonne et détruit le camion. Le second dispositif attrape le véhicule qui avance pour porter secours. Tout le monde est cloué en file indienne entre la falaise et le précipice, avec une mitrailleuse couvrant l'approche et un tireur au-dessus du seul terrain élevé. Nulle part où aller. Il se tut. Ces gens étaient des professionnels, dit-elle. Ils avaient des ressources, du temps de préparation et des renseignements sur l'itinéraire. Ce n'était pas improvisé. Non. Ce qui signifie qu'ils auront d'autres plans de contingence, d'autres routes cartographiées, d'autres nuits planifiées. Oui. Il regarda Strick travailler, ce qui est un problème pour demain. Ce soir, le problème est résolu. Après neutraliser les dispositifs et que le versant eût été vérifié par une équipe de 2 hommes qui trouva et documenta 3 positions de tir ennemies, 2 d'entre elles définitivement occupées, dans le sens où les personnes qui s'y trouvaient n'étaient plus un facteur, le convoi se reforma et passa la gorge. Le passage fut lent, soigneux et sans incident. Widow's Cut, vidée de toute menace, était simplement ce qu'elle paraissait être, un étroit tronçon de route de montagne entre une falaise et un précipice, quelconque et froid. Les camions le traversèrent un par un, chaque conducteur regardant les feux arrière du véhicule devant lui jusqu'à ce que la queue dépasse l'extrémité lointaine du rétrécissement, puis avançant. Dex le traversa en dernier derrière le véhicule final et émergea de l'autre côté sur la descente vers le fond de la vallée. Le terrain s'ouvrit, la lisière des arbres recula. Le ciel redevint visible, couvert de nuages épais. Pas d'étoiles. Le caporal Harwick la trouva au bord de la route avant qu'ils atteignent la vallée. Quand le convoi s'était brièvement arrêté pour réorganiser l'espacement avant le tronçon en terrain ouvert, il avait quitté son camion et marché jusqu'à l'endroit où elle se tenait à regarder le versant qu'elle avait gravi. Il s'arrêta à côté d'elle, regarda l'entrée de la gorge par laquelle ils venèrent de passer et dit « J'ai dit que c'était de la glace. Je sais. J'étais à côté de vous et j'ai entendu le vent. Je sais ça. » Il se tut un moment. Le convoi tournait au ralenti derrière eux. Quelque part dans la gorge, les fanions de Strick étaient encore dans la neige, de petits triangles orange sur fond blanc. Comment ça sonnait ?
demanda Harwick, non pas comme un défi, une vraie question, la question d'un homme qui essayait de mettre à jour son modèle de ce qui était possible. Elle réfléchit à la façon d'y répondre honnêtement. Très petit, dit-elle. Comme quelqu'un qui pose une pièce de monnaie délicatement sur une surface dure. C'est le caractère délibéré qui le distingue d'un son accidentel. Un son accidentel est aléatoire, un son contrôlé a une forme. Il absorba cela. Je ne pourrais pas faire ça, dit-il. Entendre ça, pas sans entraînement, et peut-être pas même avec. C'est en partie une question d'anatomie. Il hocha la tête une fois, mouvement lent. Mais vous en étiez sûr. J'en étais suffisamment sûr pour m'arrêter, dit-elle. Suffisamment sûr couvre beaucoup de terrain dans ce travail. Il la regarda encore un instant, puis détourna les yeux vers le convoi. Il avait l'expression d'un homme qui avait fait un bilan honnête et était parvenu à un solde qui l'obligeait à réviser quelque chose qu'il portait depuis un moment. « D'accord, » dit-il. Il retourna à son camion. Dex le regarda partir et se retourna vers l'entrée de la gorge. Les fanions étaient à peine visibles à cette distance dans l'obscurité. De petites ponctuations dans le paysage, marquant la géométrie de ce qui aurait pu être. La neutralisation des dispositifs prit 54 minutes. Ce n'était pas inhabituel. Un travail de déminage bâclé avait une façon de produire des résultats permanents et irrécupérables. Et Strick avait été formé à travailler au rythme qu'exige le travail plutôt qu'au rythme que rend désirable l'attente. Dex passa la majeure partie de ces 54 minutes sur le versant est, au-dessus de la route, surveillant la futaie au-dessus des positions neutralisées et la crête au-dessus, couvrant la possibilité que l'individu en fuite tente de se regrouper avec des éléments sur les hauteurs. Rien ne vint. Le froid immobilisait tout. Elle descendit jusqu'à la route quand le pouce levé de Strick indiqua que le troisième dispositif avait été rendu sûr. Elle marcha sur la surface de la route jusqu'à l'endroit où il travaillait, avec soin, même si le terrain avait été contrôlé. L'habitude du mouvement prudent, pas quelque chose qu'on désactive parce que quelqu'un a fait une vérification. Strick rangeait son matériel. C'était le genre de technicien qui mettait plus de temps à ranger qu'à travailler. Chaque outil remis à sa position spécifique, chaque fanion récupéré et plié. La surface de travail laissée telle qu'il l'avait trouvée, moins les choses qui essayaient de tuer des gens. Il remarqua son approche et hocha la tête sans cesser de ranger. Le troisième était le plus dangereux, dit-il. Pas le plus grand, mais son placement. Si vous aviez déclenché les deux premiers, le second véhicule serait venu et aurait posé son essieu avant exactement dessus. Celui qui l'a posé connaissait la procédure de récupération des véhicules. Oui. Ils ont anticipé la réponse, pas seulement le contact initial. Il plia le dernier fanion et ferma son sac. C'est un niveau de planification différent. La plupart des engins que j'ai vus planifient pour un événement. Celui-ci planifiait pour une séquence. Elle regarda le tronçon de route où le troisième dispositif avait été placé. La neige avait été compressée puis grattée par les outils de Strick et la surface en dessous était de la terre battue et de la glace nue. La géologie du substrat routier exposée comme quelque chose qui avait été là tout le long, sous la surface des choses. « Combien de temps pour préparer quelque chose comme ça ?» demanda-t-elle. « Avec ce niveau de finition, 2 nuits minimum, probablement plus. Le camouflage sur la compaction de surface dépassait le niveau amateur. » Il se leva et chargea son sac. Quelqu'un a reconnu l'itinéraire, élaboré le plan, est revenu pour le mettre en place, est revenu encore pour vérifier le positionnement. C'était de multiples allers-retours, ce qui signifiait de multiples fenêtres pendant lesquelles quelqu'un se trouvait sur cette route avec une préparation hostile en cours, et le calendrier habituel des convois leur avait donné la couverture pour le faire. On peut se déplacer sur cette route de nuit et attribuer sa présence à n'importe quoi si on se déplace avec assurance et un bon timing. Les montagnes sont pleines de gens qui ont des raisons légitimes d'y être. Les montagnes sont aussi assez grandes pour dissimuler ceux qui n'en ont pas. Le S2 va vouloir tout ce que vous avez. Elle veut toujours tout, dit Strick sans acrimonie. Je rédigerai ça en route. Il regarda le versant au-dessus d'eux, les positions qu'elle avait neutralisées, l'échelle de ce que la lisière contenait. Pour ce que ça vaut, dit-il, j'ai mesuré le point d'arrêt par rapport à la zone de déclenchement ce soir.
Vous vous êtes arrêté avec environ 15 mètres de marge, peut-être moins. Je sais. Je voulais juste dire que c'est une marge étroite. Elles le sont toujours, dit-elle. Il réfléchit à cela, hocha la tête et retourna au convoi. Sur le trajet de la gorge à Firebase Greystone, le camion de fret où roulait Simon Adler transportait 2 soldats qui n'avaient pas été, lors de convois précédents, avec Dex. Le soldat de première classe Kyle Abernathy, 20 ans, originaire de quelque part en Pennsylvanie rurale, en pays depuis 6 semaines, et le sergent Sean Donahue, 28 ans, originaire de la côte de Géorgie, en pays depuis 4 mois. Les deux s'étaient trouvés dans le camion pendant l'engagement, incapables de voir le versant ni les positions, ni rien de ce qui s'était passé au-delà du bruit des tirs et des communications radio. Adler les écouta traiter la situation pendant le transit, la façon dont les gens traitent les événements violents soudains en les narrant, en réassemblant les pièces dans une séquence qu'ils peuvent tenir. Abernathy dit « Elle a entendu un fusil à 100 mètres dans le vent. Elle a entendu quelqu'un enclencher sa sécurité. » Donahue dit « C'est ce qu'ils disent. C'est pas possible. Non pas vraiment comme un défi. Plutôt la déclaration de quelqu'un dont le modèle du monde avait été révisé par les événements et qui travaillait à en saisir les implications. Apparemment si. Donahue. Harwick ne donne pas crédit aux choses. Il ne pense pas qu'elles le méritent. Mais je le vois recalibrer depuis la gorge. Mais comment tu t'entraînes à ça ? Tu t'y entraînes probablement pas. Ou tu le fais, mais pas entièrement. Une partie de ça, c'est juste ce qu'elle est. Abernathy fut silencieux un moment. Le camion progressait dans la futaie et sortait sur la descente vers le fond de la vallée. Puis, c'est bizarre que la personne qui nous maintient en vie soit celle à qui on en fait voir le plus. Donahue le regarda. « Oui, dit-il, c'est bizarre. Mais c'est généralement comme ça que ça marche. » Adler ne dit rien. Elle conserva l'échange avec l'attention professionnelle qu'elle accordait aux choses qui seraient pertinentes plus tard. La façon dont elle conservait les informations sur les schémas de blessures et les facteurs environnementaux et les façons dont le stress se manifestait différemment chez différentes personnes. Elle était médecin. Son travail consistait en partie à comprendre l'organisme de l'unité autant que les organismes qui la composaient. L'unité était, pensait-elle, actuellement en train de se mettre à jour, lentement, douloureusement, comme le font les organismes quand ils reçoivent des informations nouvelles auxquelles leur structure existante ne les avait pas préparées. La mise à jour n'était pas complète. Il faudrait peut-être un autre convoi, peut-être encore une situation limite, peut-être l'accumulation lente de suffisamment de fois où l'appel s'avère juste avant que le schéma devienne indéniable, ou peut-être que rien de tout cela ne serait nécessaire. Harwick avait fait son bilan à l'entrée de la gorge, debout à côté des fanions dans la neige, et elle avait vu son visage changer de la façon dont les visages changent quand quelqu'un révise quelque chose de structurellement important. Ce genre de révision se propage. Elle espérait qu'elle se propage avant d'en avoir besoin. Ils atteignirent Firebase Greystone à 22h51. La base était installée dans un creux naturel sur le flanc ouest de la vallée, cerné de barbelés et de sacs de sable. La lumière des générateurs projetait un rectangle jaune chaud depuis la fenêtre non obturée du centre des opérations. L'approche du périmètre était éclairée par des lampes encapuchonnées qui donnaient au paysage une qualité d'être simultanément éclairé et dissimulé. Le personnel logistique attendant dans la zone de déchargement apparaissait dans cette lumière comme des personnages d'un documentaire, présents mais cadrés par le contexte. Le contexte étant tout ce qui était ordinaire dans le travail de maintenir une base en ravitaillement. Les camions de fret se rangèrent dans la zone de déchargement et le travail ordinaire de l'opération commença. Dex marcha le périmètre pendant ce temps. Non parce qu'on le lui avait assigné, mais parce qu'elle avait besoin du mouvement après des heures d'attention comprimée. La marche donnait quelque chose à faire à son corps pendant que son système nerveux redescendait de l'état élevé que produit la préparation au combat. Ce n'était pas de l'adrénaline exactement. Elle avait eu cette conversation avec le psychologue du bataillon une fois, et il avait décrit ce qu'elle éprouvait comme une activation sympathique soutenue de faible intensité plutôt qu'un pic aigu tel que les récits populaires le décrivaient. 14 ans d'entraînement avaient appris à son corps
à produire une disponibilité constante plutôt qu'un afflux dramatique. La descente en était correspondamment graduée. Elle fit le périmètre 2 fois. La deuxième fois, elle se retrouva debout au barbelé sud, regardant de l'autre côté de la vallée, vers la chaîne de montagnes et la gorge par laquelle elle était passée. Invisible maintenant dans l'obscurité, ce qui était visible, c'était rien. Le noir et la neige et les nuages et l'altitude, tout cela indifférent. Simone Adler, la médecin du convoi, la trouva là. Elle avait 27 ans, originaire de quelque part dans le nord-ouest du Pacifique qu'elle avait mentionné une fois, et que Dex ne se rappelait pas précisément. Avec une compétence pratique que Dex trouvait reposante. Elle s'assit sur un sac de sable sans y être invitée et offrit à Dex des crackers emballés de la poche de son sac. « T'es pas obligé de faire la ronde du périmètre, » dit Adler. « C'est fait. Je sais. Mais tu le fais quand même. Ça aide. » Adler accepta cela sans pousser plus loin. Elles s'assirent dans le froid quelques minutes à manger des crackers, regardant rien en particulier. « C'était ce que tu pensais que c'était ?» demanda Adler. « Le son. » « Oui. Comment tu savais ? Avant de monter le versant, avant de confirmer, comment tu savais que c'était pas autre chose ?» Dex réfléchit à cela avec plus de sérieux que la question n'aurait pu sembler mériter. C'était une question qu'elle s'était posée sous diverses formes de nombreuses fois au fil de nombreuses années. « Je ne savais pas, » dit-elle. « Je reconnaissais, c'est différent. La reconnaissance, c'est une correspondance de schéma contre une expérience stockée. Ce n'est pas de la certitude, c'est de la probabilité. Une probabilité assez élevée pour agir dessus. » Adler fut silencieuse. Puis, la plupart des gens auraient continué à marcher. La plupart des gens n'ont pas entendu ce que j'ai entendu. Mais si c'était le cas, la plupart auraient quand même continué à marcher. Dex réfléchit à cela. C'était probablement vrai. Le coup d'avoir tort dans le sens de la prudence était concret et immédiat. Convoi perturbé, colonne immobilisée, crédibilité dépensée. Le coup d'avoir tort dans l'autre sens était statistique et au futur jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Les gens étaient, dans l'expérience de Dex, systématiquement meilleurs pour gérer les coups présents concrets que les coups d'une future statistique. C'était un défaut de conception dans l'espèce avec lequel l'espèce avait survécu. Quoi qu'il en soit, c'est à ça que sert l'entraînement, dit-elle, entre autres choses. Ils repassèrent tout en revue le lendemain matin dans la même salle sans fenêtre, cette fois avec Mercer présent et Strick apportant son évaluation technique des dispositifs. Claire Navarro avait un tableau blanc couvert d'une matrice de données d'incidents, date, lieu, signature de construction des engins, estimation du nombre de personnel, schéma opérationnel. Elle construisait cette matrice depuis 4 mois. La méthodologie de construction des engins correspond à 2 incidents précédents dans ce couloir, dit-elle. Même conception de plaques de pression, même discipline de routage de câbles de commande, même technique de camouflage sur la surface de route perturbée. C'est la même équipe. Elle tapota 2 points sur la carte. Ils ont frappé des positions ici et ici au cours des 8 derniers mois. Les 2 tentatives ont été partiellement réussies. Un véhicule détruit lors du premier incident, un itinéraire fermé 12 heures lors du second. Ils apprennent. Mercer dit « Oui, les incidents précédents étaient des embuscades à 2 éléments. La nuit dernière, c'était à 3 éléments avec une option de détonation de secours préparée et une séquence planifiée pour l'engagement du véhicule secondaire. Ils ont intégré les leçons des 2 premiers. » Elle marqua une pause. « Ce qui signifie qu'ils intégreront les leçons de la nuit dernière. » « Que retiendront-ils de la nuit dernière ?» demanda Dex. Navarro la regarda. « Que l'audio est une méthode de détection. Que votre convoi s'arrête avant la zone de déclenchement et n'avance pas sans confirmation. Il pourrait tenter de mitiger la signature sonore dans les préparations futures, enfouissement plus profond, matériaux de construction différents, délai plus long pour laisser le site se stabiliser et réduire toute signature sonore artificielle, où il la masque avec d'autres sons. Strick dit mettre en place autre chose pour créer un bruit ambiant qui couvre la signature de la construction. Possible, convint Navarro. Le fait est qu'ils s'adaptent. Chaque fois qu'on détecte une tentative, ils ajustent la suivante. C'est un problème d'ingénierie et ils le traitent comme tel. Dex pensa à la respiration de tir du tireur.
Les intervalles de 6 secondes, la précision du camouflage blanc. Ce n'étaient pas des gens qui improvisaient, c'étaient des praticiens. Ils avaient un métier et ils l'affinaient au contact de la résistance. Comme tout métier s'affine. L'individu qui a fui, dit-elle, l'équipe du versant a-t-elle trouvé une indication sur sa direction ? Nord le long de la face de la falaise, puis descente dans le drainage au nord de la gorge. Navarro indiqua la carte. Il y a un sentier pédestre dans le drainage qui se connecte à une piste carrossable à environ 2 km. Ils avaient une extraction planifiée, ce qui est cohérent avec la position du câble de commande. Quiconque gérait le dispositif était positionné pour l'extraction dès le départ. Ils ne prévoyaient pas de rester. Commandement et contrôle, dit Mercer. Ils avaient quelqu'un d'assez senior pour prendre la décision d'abandonner. Oui, et la discipline pour l'exécuter proprement. Navarro écrivit quelque chose dans son carnet. Mon évaluation est que cette organisation a un élément central stable, avec une formation et de l'expérience soutenue par des auxiliaires recrutés localement pour les positions secondaires. L'élément central se retire quand l'opération est compromise. Les auxiliaires tiennent ou se dispersent selon leurs décisions individuelles. Dex pensa au tir de l'élément inférieur, la riposte désorganisée, les balles pistant le son plutôt que des cibles. C'était le comportement des auxiliaires, des gens à qui on avait assigné des positions et une instruction simple, et qui s'effondrent quand la séquence ne se déroule pas comme prévu. Le chœur, le tireur embusqué, l'équipe de la mitrailleuse, l'opérateur du câble de commande avaient été différents, disciplinés, préparés, et dans un cas assez rapide pour s'échapper. « Ils reviendront, dit-elle. »« Oui, dit Navarro, ils le feront. » Elle tapota la carte aux 3 itinéraires d'approche viables vers Greystone depuis Iron Gate. C'est pour ça qu'on va changer notre façon d'utiliser les 3. Timing irrégulier, séquence d'itinéraires aléatoires, reconnaissance audio prémission là où le terrain le permet. Elle regarda Dex. C'est là que vous intervenez. Je peux marcher les sections d'approche la veille de chaque convoi, dit Dex, comportement normal pour les animaux de la région. Évaluation des positions, environnement sonore, référence. S'il prépare donc quelque chose, il y aura un changement dans la référence. Perturbations fraîches, faune supprimée, signature d'équipement, s'ils ont été négligents. C'est ce que je veux. Navarro capuchonna son stylo. J'enverrai la rotation des itinéraires à Mercer en fin de journée. D'autres questions ? Il n'y en eut pas. La salle se vida. Dex s'attarda un moment pendant que Mercer échangeait quelques mots avec Strick sur la documentation des dispositifs, puis sortit devant eux et repartit à travers la base vers le bâtiment des quartiers. La neige qui menaçait depuis le matin tombait maintenant, fine et régulière, se déposant sur chaque surface avec la persistance patiente qui caractérisait ce genre de temps. Elle ajouterait 8 ou 10 cm avant de s'arrêter. Au matin, la route de la gorge aurait l'air de rien ne s'y être passé. Les fanions, les marques de déblaiement, les zones compressées des positions, tout serait recouvert. La montagne gardait son propre registre. On pouvait le lire si on savait comment, mais elle ne coopérait pas à la lecture. Le capitaine Mercer rédigea son compte rendu après action depuis le centre des opérations de la base à 1h30. Il était minutieux dans la documentation, de la façon dont le sont les gens qui ont vu ce que coûte une mauvaise documentation. Non parce que les formulaires comptaient en eux-mêmes, mais parce que le registre qu'il créait comptait pour les gens qui prendraient des décisions sur cette base. Le rapport décrivait les événements de la soirée dans le langage factuel, séquencé des comptes rendus militaires. Chronologie, terrain, contact, réponse, résultat. Il écrivit le nom de Dex de nombreuses fois. Il décrivit la détection audio avec précision et sans commenter. Le S2 le lirait et en tirerait des conclusions. Le commandant du bataillon le lirait et en tirerait des conclusions. Ces conclusions affecteraient la planification future des convois, l'analyse des itinéraires, le déploiement des éléments de reconnaissance lors des opérations suivantes. Le rapport ferait son travail, c'était le but. Le convoi de retour vers Irongat partait à 3 heures du matin. Plus léger sans le fret, les véhicules allèrent de plus vite et Dex roula dans le camion armé plutôt que de marcher. Les itinéraires de retour présentaient une menace moindre par convention et par logique. Une embuscade sur le retour exigeait une connaissance des timings aller et retour plus difficile à développer.
Elle s'assit côté passager et regarda la route et la lisière et laissa son corps se reposer dans la chaleur du véhicule. Hardwick conduisait. Il conduisait comme il faisait toute chose, avec toute son attention et sans mouvement inutile. Quelque part dans la 2e heure, repassant par la section de route ouverte avant la futaie, il dit sans préambule « Qu'est-ce que je dois écouter sur l'itinéraire Millhaven ?» Elle le regarda. Il regardait la route. « Le passage à gué au kilomètre 6, dit-elle. Il y a une section à couvert. En hiver, on perd le son de l'eau. Quand on peut l'entendre, ça signifie des températures au-dessus de 0 et le passage est gérable. Quand on ne peut pas, la glace est assez épaisse pour les véhicules, mais les berges d'approche peuvent être dissimulées. » Il hocha la tête. Avant ça, le bois côté ouest est de la vieille forêt, similaire à ce soir. Les oiseaux là-bas sont d'espèces différentes, des geais surtout. Ils sont plus bruyants que ce qu'on avait ce soir, plus réactifs à la perturbation. Si les geais sont silencieux, c'est votre indicateur. Vous savez quels oiseaux sont dans quelle section de forêt. On apprend ce qui est normal pour un endroit. Tout ce qui diffère du normal est un signal. Il conduisit. La route se déroula dans les phares. « Je vais écouter différemment, » dit-il. « Bien. Je n'entendrai probablement pas ce que vous entendez. Non, mais vous entendrez quelque chose. Faites d'abord attention à ce qui est normal. La normale n'a de sens que sur ce fond-là. » Il hocha encore la tête, un mouvement unique. Ils firent le reste du retour dans un silence qui avait une qualité différente des silences antérieurs. Non pas le silence d'une réserve mutuelle, mais celui de 2 personnes qui avaient dit suffisamment pour l'instant, et s'en contentaient. Le registre formel de l'action à Widow's Cut occupait 4 pages dans le journal des opérations du bataillon et plusieurs autres dans le dossier d'évaluation des menaces du S-2. Il listait le bilan des forces alliées, 0 perte, 0 véhicule endommagé ou détruit. Bilan ennemi, 3 tués au combat, 2 blessés et capturés, 1 en fuite. Un complexe d'engins explosifs rendus sûrs, consistant en 2 dispositifs à déclenchement par plaque de pression et un dispositif à câble de commande, avec une charge explosive totale estimée suffisante pour détruire 2 véhicules blindés. Le capitaine Claire Navarro, officier de renseignement du bataillon, passa les 3 jours suivant l'action à une analyse approfondie de la construction de l'embuscade. Son évaluation confirma ce que Dex avait esquissé à l'entrée de la gorge. Le temps de préparation, la qualité des positions, le routage du câble de commande et les ressources humaines indiquaient tous un adversaire capable et bien pourvu qui avait opéré dans ce couloir auparavant et qui, selon l'analyse des schémas d'incidents précédents, opérerait ici à nouveau. Elle recommanda un ajustement au protocole de timing des convois, une rotation des 3 itinéraires disponibles plutôt que l'alternance prévisible qui avait été la pratique standard, et une augmentation de la reconnaissance pré-mission utilisant la section tireur-éclaireur. La recommandation fut approuvée. Elle entra en vigueur sur le calendrier de convoi de la semaine suivante. Dex reçut sa citation lors d'une formation dans la cour de la base avancée, un matin où la température était à -13 et le ciel avait pris le blanc laiteux et plat qui précède les chutes de neige importantes. Mercer lut la citation. Elle se tint au garde-à-vous dans le froid et l'écouta lire le langage que l'armée avait trouvé pour ce qu'elle avait fait. Une description exacte dans ses faits et approximative dans son sens. Comme les cartes Pong sont exactes dans leur échelle, dans leur expérience du terrain. Le langage l'appelait « conscience situationnelle exceptionnelle ». Elle accepta la citation avec la formalité appropriée et retourna dans la formation. Après la formation, Dunette marcha avec elle vers le bâtiment des opérations. « Conscience situationnelle exceptionnelle », dit-il, « c'est ce qu'ils ont. C'est une description juste. Ça décrit le résultat. Ça ne décrit pas ce que c'est vraiment. » Il réfléchit à cela. « Comment tu l'appellerais ?» Elle y pensa un moment. La neige commençait, de petits flocons, largement espacés, flottant plutôt que tombant. « Faire attention, » dit-elle, pendant assez longtemps pour que l'attention devienne automatique. On arrête de décider de remarquer les choses et on les remarque, c'est tout. Ce n'est pas vraiment un savoir-faire, c'est plus une habitude qu'on développe à un niveau en dessous des habitudes. La plupart des gens ne la développent pas. La plupart des gens n'ont pas assez de répétitions du bon type. Il hocha la tête.
Ils atteignirent le bâtiment des opérations et il tint la porte. « Le prochain convoi est dans 4 jours, dit-il. Itinéraire Milhaven. »« Je sais. J'aurai les positions de crête cartographiées pour demain. »« Bien. J'aurai l'itinéraire parcouru en journée avant. » Elle entra. La chaleur fut immédiate et totale, un contraste que son corps enregistra sans qu'elle ait à le diriger. L'odeur du café, de l'équipement, de la chaleur humaine particulière d'un bâtiment qui faisait de son mieux contre le froid. Elle s'assit à la table, où il planifia les itinéraires et ouvrit la carte. La route Milhaven mesurait 14 kilomètres, comme l'itinéraire de la gorge. Elle avait 3 sections qui méritèrent l'attention. La vieille forêt, avec les jets, le passage à gué au kilomètre 6, et un travers de crête vers la fin où la route longeait un bord exposé avant de descendre dans la vallée. Elle l'avait parcouru 2 fois à l'automne, en plein jour, et l'avait classé comme elle classait tout, non pas comme une carte, mais comme une séquence de sons, une progression de ce que la normalité ressentait, et où la normalité pouvait changer. Elle le marcherait à nouveau. Dans la neige, les sons seraient différents. Elle devait se recalibrer à la version hivernale du lieu avant de faire confiance à sa reconnaissance contre lui. Le travail, dans ce sens, ne se terminait jamais. Chaque saison changeait ce que normal voulait dire. Chaque changement exigeait une nouvelle attention, une nouvelle calibration, un nouveau stockage dans la bibliothèque. La bibliothèque ne se complétait jamais. C'était précisément tout le point. Elle se pencha sur la carte et commença à mémoriser le terrain au dehors. La neige tombait pour de bon maintenant. Elle tombait sur les barbelés de la base, sur les véhicules du parc, sur la chaîne de montagne au-dessus, sur la route de la gorge et les fanions que Strick avait laissés dans la neige à Widow's Cut. Des triangles oranges s'accumulant de blanc, se recouvrant lentement, se fondant lentement dans le paysage autour d'eux. Au matin, les fanions auraient disparu. La route ressemblerait à n'importe quelle autre route, dans n'importe quelle autre chaîne de montagne en hiver. Froide, blanche, neutre, et encore quelque chose que personne n'avait encore fait attention. Elle lui ferait attention.